Le guide de l'usager est un outil pratique conçu pour une meilleure appropriation des procédures du commerce transfrontalier. Il détaille toutes les procédures liées à l'import et à l'export. Son utilisation par tous les acteurs impliqués dans les procédures du commerce extérieur va contribuer à l'amélioration et à l'assainissement du climat des affaires au Cameroun. Les procédures dématérialisées présentes dans ce guide constituent, si elles sont utilisées, un véritable outil de promotion de l'investissement. Comme l'a dit le directeur général du GOUS, le guichet unique des opérations du commerce extérieur Isidore Baïha, ce système va radicalement changer le mode de fonctionnement de l'administration, même si cette évolution n'est pas sans conséquences. Pour le ministre du Commerce, ce document qui renseigne les usagers de la chaîne du commerce extérieur vient sonner la fin de cette jungle où chacun créait ses règles et autres procédures. Cela fait partie des disciplines de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif est la fluidité des échanges, en partant du principe que le développement c'est le commerce, c'est les échanges qui induisent le développement. Et donc il faut faciliter toutes les opérations qui sont liées au commerce de manière à impulser le développement des pays. Donc c'est cela, et c'est cela qui a conduit l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de son approche, dans le cadre de sa philosophie, à inscrire comme discipline parmi une des premières l'objectif de la facilitation des échanges. Ce nouveau mode opératoire basé sur l'efficacité, la célérité pour un meilleur rendement va dans la foulée réduire les coûts et délais de passage des marchandises dans les ports. Sur les 38 procédures, 25 sont déjà dématérialisées. C'est le Yaoundé Hilton Hotel qui sert de cadre à ce forum des directeurs et directeurs généraux du budget des pays de l'Afrique centrale, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Il est question pour ces hauts fonctionnaires des administrations chargées de la gestion budgétaire de partager les expériences sur les réformes budgétaires dans leurs États, de tirer les leçons du fonctionnement de leur nouvelle association et de préparer les travaux à venir pour renforcer son dynamisme. Compte tenu du thème retenu pour les travaux de cette rencontre annuelle, les participants seront édifiés par les experts internationaux sur la prévisibilité dans la préparation du projet de loi des finances, la prévision et l'évaluation de la performance, le système d'information, les conférences budgétaires et sur l'évolution des réformes dans les pays membres. Le Cameroun attend échanger l'expérience que nous avons. Le Cameroun est un des pays qui a eu des avancées par rapport aux autres dans la mise en place du budget programme. Et nous avons capitalisé pendant les 3 années que nous avons déjà exécuté le budget programme. Donc il y a d'autres pays comme l'île Maurice qui ont aussi des expériences consolidées dans cette pratique du budget programme. Donc nous nous retrouvons dans le cadre de ces forums pour changer l'expérience pays et en vue de voir les faiblesses, les difficultés, les contraintes, pour pouvoir trouver des issues et consolider dans le processus de réforme budgétaire. Bon à savoir, la première édition de l'Afritexcent a eu lieu à Brazzaville au Congo en 2011, la deuxième à Libreville au Gabon en 2012, la troisième en N'Djamena au Tchad en 2013, la quatrième à Kinshasa en RD Congo en 2014 et la cinquième encore à Libreville au Gabon en 2015. L'Afritexcent couvre le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad. 3, 2, 1. Promouvoir les règles de bonne gouvernance, lutter contre la corruption et l'inertie tout en réactivant la ponctualité, l'assiduité et la présence effective au travail. Ce sont là les principaux objectifs des assises de Yaoundé qui consacreront l'essentiel à la mise en place d'un nouveau système d'évaluation des agents publics. La rupture avec l'ancien système fortement décrié du fait d'une notation globalement fantaisiste imputée aux responsables hiérarchiques à divers niveaux de la fonction publique se meurt avec la mise en œuvre des dernières articulations de la nouvelle réforme administrative qui met désormais un point d'honneur sur l'engagement et le rendement de chaque agent public.
pour bénéficier d'une rétribution mensuelle, y compris les avantages attachés à la fonction assortis d'un profil de carrière bien élaboré. Chaque serviteur de l'État devra changer de paradigme et orienter ses performances vers les résultats concrets. Pendant 3 jours, les participants venus des administrations publiques feront corps avec les enjeux de la démarche de l'évaluation, axée sur les résultats des agents publics, les instruments d'évaluation, la conduite d'un entretien d'évaluation. Il leur sera présenté le projet d'arrêté sur les modalités de mise en œuvre de l'évaluation des agents publics. Dans sa phase pilote, le changement de notation sera expérimenté au sein d'une demi-douzaine d'administrations. Il s'agira des ministères de la fonction publique, des travaux publics, des finances, de la santé publique, la promotion de la femme et de la famille, sans oublier le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pour implémenter la nouvelle réforme, des points focaux seront installés dans chacun de ces départements ministériels, histoire de tester l'efficacité espérée de cette autre réforme. Le système en vigueur est essentiellement subjectif. Je pense que nous tous en convenons. Donc il est question de passer d'une administration, comme on a dit, au long cours, où l'inertie s'est installée, ou une administration où la dynamique de progrès est impulsée. Donc pour que les agents publics soient évalués sur la base de leur travail effectif, il fallait changer le système qui est en vigueur pour passer à un autre système qui inscrit vraiment les résultats au cœur même de l'activité. À chacun de travailler pour que seul le mérite l'emporte. Très souvent traitées comme des personnes à part, les personnes vulnérables apparaissent comme des laissés pour compte, qu'elles soient malvoyantes, sourds-muets ou victimes d'un handicap moteur quelconque. Elles n'ont pas demandé à naître dans ces conditions, encore moins à le devenir. Mais malgré la stigmatisation dont cette couche sociale est victime, elle évolue comme toute personne normale, comme le montre cette exposition étoffée par les paroles de Rose-Marie Manim, épouse Ngouet Kelbe, déléguée régionale des affaires sociales pour le littoral. Ce forum a été organisé par la fondation Street Children Foundation et dans le but de regrouper tous les acteurs sociaux œuvrant dans le cadre social, si on peut se répéter. L'objectif ici, c'est de les amener à se connaître, à savoir se regrouper par secteur, parce qu'il y a plusieurs cibles dans le social avec lesquelles nous travaillons. Nous avons la personne handicapée, nous avons la personne du 3e âge, nous avons les enfants. C'est pour revendiquer les droits de ces citoyens et surtout réunir tous les acteurs sociaux que se tient depuis le 23 mai et ce jusqu'au 27, le premier forum régional des acteurs sociaux à la promotion et la protection des couches sociales vulnérables. La mobilisation humaine démontre à suffisance l'ampleur de cette initiative placée sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus noble, ergonomique et hospitalière ». Au cours de ce forum, nous assistons également à une certaine foire, un genre de foire, parce que c'est l'occasion ou jamais de montrer ce que les uns et les autres savent faire, à travers les cibles bien entendu. Parce que ici, ces expositions concernent le rendu, n'est-ce pas, des cibles qui sont encadrées au sein de ces associations. Donc c'est le savoir-faire de ces personnes encadrées qu'on expose, n'est-ce pas, pour qu'on montre à la société qu'il n'y a pas de personne à part. Toute personne est une personne à considérer. La journée de ce 25 mai, en plus du forum qui se poursuit, était consacrée à la distribution des dons aux différents orphelinats et centres d'accueil annexes. Moment solennel présidé par Madame la déléguée régionale, qui n'a pas manqué de relever le caractère discret de la cérémonie pour des raisons de code et d'éthique publicitaire. Elle a également tenu à rappeler que ce forum n'est que le début d'une longue liste d'actions à mener sous la couverture du ministre des Affaires sociales afin de consolider la solidarité nationale. L'appel que je lance en tant que délégué régional des affaires sociales, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun pour que
la solidarité nationale fonctionne. L'union fait la force, dit-on souvent. Conscients de cette réalité, les leaders des partis politiques se sont rassemblés ce jour à Douala pour une réunion de concertation. À en croire les participants, les réflexions lors de cette rencontre portaient entre autres points sur la situation sécuritaire au Cameroun. Le Cameroun est aujourd'hui à la croisée des chemins, confronté qu'il est à des incertitudes de toute nature relatives à la question de la succession. Et donc, à côté de ces problèmes de succession, vous avez également la problématique, si vous voulez, sécuritaire, qui continue à être présente, car malgré les progrès qui ont été enregistrés sur le front de guerre, eh bien, la question n'est pas close. Michel Bouba, président national du RRDC, a dans son allocution invité la diaspora, tous les acteurs de la société civile et bien entendu tous les partis politiques à transcender des barrières idéologiques pour la défense d'une seule et même cause, à savoir la sécurité nationale. Si nos responsables, nous tous y compris, on ne s'implique pas dans la préservation de ces deux grands mots que je venais de citer, alors le Cameroun va succomber dans l'obscurité totale, dans la guerre totale. Les discours, bien qu'annoncés pour la promotion d'une synergie nationale, ont vite fait de révertir le manteau des critiques orientés vers les tenants du pouvoir. Tout est incertain au Cameroun. On gère le Cameroun comme si on gérait une fortune personnelle. Et dans ce cas-là, quand vous êtes dans une famille et qu'on vous a mis héritier d'une famille, que vous gérez les biens de la famille comme votre propre bien, il n'y a pas de paix. Ce rendez-vous qui n'a pas mobilisé l'effectif escompté laisse une question dans l'esprit des observateurs. Serait-ce un prétexte pour s'accorder quelques projecteurs dans la scène nationale aux organisateurs de répondre? Pour le reste, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Le 26 mai 1990, la marche dite historique commence dans la ville de Bamenda. Pacifique à l'entame, elle prendra d'autres tournures du fait des manifestants qui avaient voulu s'emparer des armes des forces du maintien de l'ordre venues encadrer la marche. Les affrontements qui, selon des témoins, durent moins de 15 minutes, laissent sur le carreau 6 personnes mortes piétinées dans la bousculade, suivant un communiqué officiel signé de Henri Bandolo, alors ministre de l'Information et de la Culture. Cette version, qui se veut officielle, sera contestée par les manifestants qui imputèrent la dégénérescence de la marche aux violences policières avec mort d'hommes et de nombreux blessés. À partir de cet instant, les autorités locales de l'époque feront tôt de comprendre que l'ère du monopartisme était révolue. Quelques mois plus tard, l'Assemblée nationale du Cameroun s'est réunie au cours d'une session baptisée « Session des libertés ». Des textes de loi sont adoptés au rang desquels celui portant liberté d'association et de partis politiques au Cameroun, trivialement appelé loi de 90. Le multipartisme est réinstauré 43 ans après avoir été supprimé. 26 ans après les événements de Bamenda, que reste-t-il du Social Democratic Front, ce parti jadis porteur d'espoir de changement? Les observateurs de la scène politique s'accordent à dire que le SDF continue son bout de chemin malgré quelques manquements enregistrés ici et là. L'on s'interroge toujours sur la capacité du Social Democratic Front de faire encore rêver les Camerounais. Ces ratés politiques sont aujourd'hui sur toutes les lèvres, malgré quelques positions au Parlement et dans les collectivités territoriales décentralisées. Au sein même du SDF, l'intangibilité de l'article 8.2 est devenue une sanction inéluctable pour tout militant récalcitrant. Au moment où sous d'autres cieux, l'on applique ou réclame à corps et à dia l'alternance à la tête des machines politiques, l'on a envie de dire que depuis sa création, le parti est dirigé par un seul homme, John Fundi, et enchaîne défaite sur défaite face au parti au pouvoir, amené par son président, le chef de l'État, Paul Biya. Un versant de la pensée pourrait justement attribuer les déboires politiques du SDF à cette longévité dont fait montre le chairman à la tête du parti. Même s'il est soutenu dans cette posture par certains cadres du parti, d'autres, ayant quitté la barque SDF, estiment qu'il est difficile de croire que Fundi pourra être démocratiquement renversé à l'état actuel. Du docteur Kamdoum à Ben Mouna, en passant par Edith Kawala et hier encore Elisabeth Tamanjong, beaucoup se sont essayés à débarquer le chairman sans succès. Il reste à espérer que le natif d'Ntarikon fera lui-même sa révolution interne
pour reconnaître que désormais, il est, selon le mot assassin d'un militant, un homme du passé qui doit passer la main. 26 ans après sa création, le Social Democratic Front est encore sur la pente raide de la démocratie camerounaise.